va se calmer, c'est tout. Bien, bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc on a souhaité faire un point sur l'engouement extraordinaire pour le vélo que nous sommes en train de vivre en France. C'est un déclic que l'on doit à une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs du vélo, État et collectivités, fédérations, associations, professionnels et bien sûr usagers. Et c'est pour cela que je suis accompagnée aujourd'hui d'une partie de leurs représentants. Je voudrais commencer par les remercier d'être venus jusqu'ici et surtout d'être engagés avec passion depuis de longues années et ces dernières semaines plus encore. Donc merci à Olivier Schneider, président de la FUB, à Pierre Cerne, président du Club des villes et territoires cyclables, avec lesquels nous travaillons main dans la main à toute heure du jour et de la nuit ces dernières semaines. Je remercie aussi Monsieur le maire d'Angers, président de l'AFIT, Christophe Béchu, de venir nous parler de son action de terrain en faveur du vélo. Et enfin, merci également à Lionel Fournier, directeur région Atlantique d'Harmonie Mutuelle, qui nous expliquera à quel point le forfait mobilité durable est formidable. Je voudrais également saluer le coordinateur interministériel pour le développement de l'usage du vélo, Thierry Ducrest, et l'ensemble des services du ministère de la Transition écologique et solidaire, auxquels nous devons également une grande partie du succès du plan vélo annoncé fin avril. Pour dire les choses simplement, cela fait longtemps que nous nous battons pour que le regard sur le vélo change, et je pense que le basculement tant attendu est en train de se produire. Alors longtemps, en France, dans l'imaginaire collectif, le vélo était réservé aux sportifs ou aux balades du dimanche. Quand on sait que 60% des déplacements font moins de 5 km, on voit que c'est une sous-utilisation absurde du vélo. C'est un mode de déplacement qui est parfaitement écologique, économique et bon pour la santé. Donc c'est la vision que le gouvernement a portée dès le plan vélo présenté en septembre 2018, justement à Angers, monsieur le maire, avec notamment l'annonce à ce moment-là de la création d'un fonds vélo de 50 millions par an pour lever les discontinuités des pistes cyclables. Avec le déconfinement, nous sommes en train de franchir une nouvelle étape dans la culture vélo et de devenir, je l'espère, une nation du vélo. En quelques mois, finalement, nous gagnons plusieurs années de politique cyclable. Donc, je le rappelle, il y a 1000 km de pistes cyclables temporaires qui sont déployées grâce aux collectivités territoriales. Le coup de pouce vélo de 50 € rencontre un succès fulgurant. Les derniers chiffres à disposition indiquent que plus de 70 000 vélos ont été réparés, avec un rythme quotidien qui ne cesse d'augmenter. Et parce qu'il ne suffit pas de réparer les vélos, nous avons également annoncé plusieurs mesures pour lutter contre le vol, avec le financement de 60% des places de stationnement temporaires installées par les collectivités. Donc nous sommes en train de caler les modalités techniques de réalisation avec les collectivités qui nous ont sollicités. On se préoccupe évidemment également de la sécurité, avec des formations gratuites de remise en selle. Et puis pour faire face aux demandes de réparation, nous avons annoncé également la création d'une académie des métiers du vélo pour former dès cet été 250 réparateurs et puis par la suite 500 par an. Et puis pour démocratiser le vélo dans les entreprises, donc nous avons publié en avance de phase le décret qui permet précisément la mise en place du forfait mobilité durable. Parce que ce plan rencontre un succès fulgurant, j'ai décidé de tripler son financement pour permettre la réparation d'1 million de vélos d'ici la fin de l'année. On le voit, les Français sont en train de sortir massivement les vélos qui dormaient dans les caves ou les garages, et donc il faut qu'ils continuent de le faire. J'ai aussi voulu donner de la visibilité financière aux réparateurs qui croulent actuellement sous les demandes pour les assurer que l'argent est là, ils seront bien remboursés. Et puis cette annonce, elle était faite aussi en préparation des premières promotions de réparateurs qui vont être formés par l'Académie des métiers du vélo. Elles arriveront cet été et les ateliers ont bien sûr besoin de visibilité pour pouvoir recruter. J'annonce également aujourd'hui que nous allons permettre aux collectivités, mais même plus généralement à tous ceux qui le veulent, d'abonder le coup de pouce réparation
donc notre coup de pouce de 50 €. Nous avons des demandes dans ce sens et donc nous financerons l'évolution de la plateforme pour permettre cet abondement. Pour marquer d'une pierre blanche cette dynamique extrêmement positive, nous lançons également avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et l'ensemble des acteurs du vélo, mais en vélo, c'est-à-dire la grande fête nationale que le vélo mérite. Nous voulons qu'à partir de l'année prochaine, le vélo soit célébré dans tout le pays, par les petits et les grands, chaque mois de mai. Il y a déjà beaucoup de fêtes locales du vélo au mois de mai en France, mais il n'y avait pas d'événement national. Et c'est clairement l'occasion de diffuser et de généraliser cet esprit vélo à travers le pays. C'est aussi une façon de faire que ce mois de déconfinement soit le point de départ de quelque chose d'extrêmement positif, avec l'adoption populaire d'une pratique écologique, économique et bonne pour la santé. Pour mettre en musique cet événement, nous allons créer une structure avec tous les partenaires qu'évidemment nous soutiendrons. Je voudrais revenir sur 2 mesures nouvelles pour encourager la pérennisation des pistes cyclables et pour faciliter l'acquisition de vélos électriques. Donc, les pistes cyclables temporaires ont été mises en place dans l'urgence. Leur tracé peut encore faire l'objet d'évolutions. C'est le principe même de cette approche expérimentale et c'est la philosophie de l'urbanisme tactique. Pour autant, je veux vraiment inciter très fortement les élus à poursuivre la dynamique et à pérenniser, lorsque c'est possible, ces nouvelles pistes. Pour cela, un appel à projets du Fonds Mobilité Active sera lancé en juin 2020 pour aider les collectivités qui en auraient besoin à transformer les pistes temporaires en pistes définitives. Et puis, de la même manière, le Premier ministre a annoncé il y a quelques minutes débloquer 1 milliard d'euros pour soutenir les investissements verts des collectivités territoriales pour participer à l'effort de transition écologique. Bien évidemment, les pistes cyclables font partie de ces investissements. Donc j'invite vraiment les élus à poursuivre leur politique en faveur de ces pistes cyclables sécurisées pour les usagers et l'État sera à leur côté. Et puis je souhaite également faciliter l'accès aux vélos à assistance électrique, car nous savons que ça permet d'attirer les nouveaux usagers. C'est pour cela que nous allons simplifier le bonus à l'achat de l'État pour les vélos à assistance électrique, pour augmenter le nombre de ménages modestes qui peut en bénéficier. Donc concrètement, l'État doublera toute aide d'une collectivité pour l'achat d'un vélo à assistance électrique jusqu'à 200 € d'aide supplémentaire. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Schneider de la FUB qui va revenir sur le fonctionnement et le formidable succès du programme Coup de pouce vélo. Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la Ministre pour votre détermination pour faire du vélo la petite reine du déconfinement. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. La première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était quelques jours après votre prise de poste en tant qu'à l'époque ministre de la transition écologique déléguée au transport. Et c'est vrai qu'on a rencontré à l'époque pour la première fois une véritable sensibilité à la mobilité active en général et au vélo en particulier, entre la loi mobilité, puis les assises de la mobilité, la loi mobilité et le plan vélo de septembre 2018. Et donc, on construit ensemble ce système vélo depuis 3 ans. Et le vélo, c'est une solution résiliente qui souvent se révèle en situation de crise. Parce que quand les collectivités se sont aperçues que le déconfinement arrivait dès le 11 mai, la seule chose qu'elles pouvaient tenter de faire en quelques jours, c'est de mettre en place des pistes cyclables. Donc, je préfère utiliser le terme de transition, justement, parce que le but, c'est de les pérenniser une fois qu'on aura expérimenté. Et donc, nous avons proposé, et je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre proposition, de donner les outils pour construire un système vélo d'urgence et donc de compléter ces pistes cyclables par 3 coups de pouce. Donc le coup de pouce vélo réparation, parce que en effet, des millions de vélos sont dans les caves et ne nécessitent que d'être remis en état. Et donc c'est vraiment quelque chose qui concrètement permet de recréer de l'emploi en France. Le vélo c'est vert, mais c'est encore plus vert quand c'est du réemploi. Et donc le coup de pouce vélo stationnement et remise en selle, j'y reviendrai.
Le coup de pouce vélo réparation, c'est très simple. Vous allez chez un réparateur référencé, donc il y a la plateforme coupdepoussevélo.fr, et donc en tapant votre code postal, vous trouvez la liste des réparateurs référencés. Alors malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont tous débordés, tellement l'opération est un succès. Et en fait, ce que ce coup de pouce a permis de pointer, c'est qu'il n'y a pas assez de réparateurs en France, et surtout, si on atteint les objectifs que l'on partage du plan vélo de tripler le nombre de cyclistes, il faut raisonnablement doubler ou tripler le nombre de réparateurs, et on n'était pas forcément jusqu'à présent sur la bonne trajectoire. En tout cas, en ce qui concerne ce coup de pouce réparation, c'est déduit directement en caisse, vous n'avez pas avancé les 50 €, donc c'est 50 € hors taxe pour les réparateurs assujettis à la TVA, et donc sont inclus les réparations et les pièces, mais donc pas les accessoires qui sont amovibles. S'il y a des questions détaillées de la part des journalistes, j'y reviendrai. Mais ce qui est très frappant parmi les réparateurs, ce qu'ils nous disent, Madame la Ministre, c'est qu'ils rencontrent un public nouveau. Ce n'est pas juste les gens qui faisaient déjà du vélo qui, par opportunité, se disent plutôt que de payer de ma poche, je vais bénéficier du coup de pouce de l'État. C'est légitime également de remettre son état, d'entretenir son vélo, mais on voit surtout des publics totalement nouveaux. D'ailleurs, on voit au-delà des réparations, on voit aussi des rayons vides en ce qui concerne les vélos neufs, qu'ils soient assistance électrique ou qu'ils soient classiques. Et donc, en effet, au-delà de ce succès de cette opération, on a écouté la filière, et donc j'ai travaillé encore hier, et on fait un atelier de co-construction la semaine prochaine, pour créer une formation de 20 jours qui va permettre d'avoir une génération presque spontanée de personnes qui vont pouvoir réparer des vélos. Alors ce ne seront pas des techniciens experts forcément en 20 jours de réparation, mais ils vont pouvoir décharger les ateliers en ce qui concerne les réparations simples. Et au-delà de juste former, ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus large que vous avez inspiré, Madame la Ministre, quand on s'était parlé à quelques jours de l'entrée de la loi mobilité en commission, je crois que c'était le lundi 17 mai, juste 2 jours avant l'entrée de la loi mobilité en commission développement durable, aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. On s'était dit qu'il y avait peut-être un problème de compétences vélo en France, et c'est là qu'est née l'idée d'une académie des experts en mobilité active. Donc on pensait à toute l'expertise sur les pistes cyclables, sur la planification, sur l'embarquement des vélos dans les trains. Et le coup de pouce vélo nous a permis de nous rendre compte qu'il fallait en plus compléter cette académie avec la partie des métiers techniques du vélo, et notamment les réparateurs. Et donc la partie visible immédiatement, ce seront ces 250 réparateurs, mais au-delà de ça, on va former des formateurs de formateurs, parce que le but c'est d'avoir 10 000 réparateurs en plus d'ici quelques années, et aussi des formations pour les Françaises et les Français, parce que les réparateurs de vélos n'ont pas forcément vocation à réparer même les crevaisons de chambre à air. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Voilà, donc en ce qui concerne le coup de pouce réparation et l'Académie des métiers du vélo, et donc les 2 autres coups de pouce, c'est le coup de pouce vélo stationnement. Donc les collectivités avaient déjà à leur disposition le programme Alvéole pour du stationnement en dur, et elles pouvaient faire bénéficier de vélo-école aux personnes qui vont stationner leur vélo dans ces abris créés. Et donc là, on rajoute dans l'assiette d'éligibilité les stationnements temporaires, ce qui permet de déployer rapidement, sans avoir à couler des dalles béton, des autorisations d'urbanisme, etc., du matériel sécurisé mais autoportant, qui donc permettra de compléter ce système vélo, mais également ensuite, une fois que ces stationnements seront pérennisés, d'avoir des capacités pour déployer du stationnement massif lors d'événements sportifs ou culturels, le jour où il sera de nouveau possible de faire de grands événements sportifs et culturels. Et donc ça va permettre à la fois de répondre à l'urgence, et ce matériel-là servira pendant des années ensuite à d'autres occasions. Je tenais à l'insister, parce que le temporaire, ça ne voilà. jette pas. Et donc la remise en selle débute la semaine prochaine. Alors on a eu un peu, non pas de retard, mais d'organisation, parce qu'il fallait voir comment faire avec les gestes barrières et bien aligner tous les monitrices et moniteurs sur le programme pédagogique. Et donc maintenant qu'il y a les pistes cyclables, il y a le vélo, qu'on peut le garer en sécurité, mais il ne reste qu'à donner le mode d'emploi, donc faire une séance, on va dire, de coaching pour que les cyclistes acquièrent
s'appelle les braves, c'est-à-dire les bons réflexes à vélo en situation de trafic dense. Et donc, on pense que vraiment là, il y a un écosystème complet de solutions. Et juste 2 derniers points. On a sur le site carto.parlons-vélo.fr la possibilité pour les collectivités de référencer leurs aménagements de transition. Et donc, ça va permettre aux cyclistes de voir par où est-ce qu'ils peuvent passer, les nouveaux endroits qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, j'espère que toutes les collectivités qui ont déjà fait des aménagements vont les téléverser. Et par ailleurs, Lionel parlera du forfait mobilité durable. Avec l'ADEME, on travaille sur un label employeur pro vélo, parce qu'il ne s'agit pas juste de verser de l'argent à la fin du mois, mais c'est une démarche globale de prise de conscience à quel point la mobilité est une responsabilité partagée aussi par l'employeur et à quel point l'outil vélo peut apporter aux employeurs. Merci Madame la Ministre. Merci Olivier. Je vais passer la parole à Pierre Cerne, donc du Club des villes et territoires cyclables, pour nous présenter la dynamique à l'œuvre en faveur du vélo dans les territoires et des territoires de tout type. Tout à fait. Merci Madame la Ministre. Je voudrais commencer en 1 minute quand même pour redonner quelques éléments de contexte. On est tous dedans, j'ose pas dire le nez dans le guidon depuis des semaines, et donc tout ça finit par paraître presque normal. Enfin, en un mois, ce qui a été réalisé, et j'ai envie de dire, y compris d'un point de vue création de politique publique. Moi, c'est à la fois en tant qu'élu et en tant que politiste, je ne pensais pas que c'était possible. Alors effectivement, la crise fait que y a des choses qui deviennent possibles qui ne l'étaient pas. Mais après tout, il n'y a pas que sur le vélo. Le système de protection sociale français, il est né aussi à l'issue d'une période dramatique et dans la crise. Mais là, avoir réussi en fait en un mois, c'est pendant le week-end de Pâques en gros quand même qu'on a vraiment démarré un peu la formalisation de tout ça. Et le 11 mai, il y avait un cadre réglementaire, des recommandations techniques. Et là, il faut reconnaître, le boulot du CEREMA et de l'ADEME ont été quand même formidables, les services de l'État. Ça a été vraiment nickel. Et vraiment, je voulais le dire parce que du coup, ils sont un peu les invisibles souvent dans cette histoire. Mais le fait de s'être appuyé sur les associations, y compris pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments de politique publique, c'est quand même assez rare. Alors, chacun à sa place. L'État édicte la norme. Il y a des financements et les associations sont dans leur rôle, y compris d'ailleurs dans leur rôle associatif, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on travaille là-dessus, ça n'empêche pas certains de faire des référés liberté contre l'État, à d'autres de râler contre le gouvernement, voilà. Mais ça n'empêchait pas d'avancer et ça n'a pas empêché de créer un paquet de politiques publiques qui est encore en train d'avancer, effectivement, en gagnant des années, en quelques semaines, même pas quelques mois, en quelques semaines. Ce qui est en train de se produire, du coup, dans les territoires, on a beau y bosser au Club des villes et territoires cyclables, et là aussi, j'ai mis exprès le pins qui a été le premier pins du Club des villes et territoires cyclables il y a plus de 20 ans, qui m'a été donné par un des premiers présidents du Club des villes et territoires cyclables, et je l'ai mis parce que je me dis quand même franchement, quand on voit d'où on est parti sur la question du vélo en France, et même encore il y a quelques années, la difficulté qu'il y avait à en parler politiquement, les colibés qu'il pouvait y avoir à l'Assemblée nationale chaque fois que la question venait, on a basculé dans autre chose très rapidement. Je pense que le boulot qu'on fait aussi collectivement depuis avant la crise, il y a eu les assises de la mobilité, le long accouchement du plan vélo et de la loi et de la LOM, mais peut-être aussi que c'est cette durée d'accouchement et de travail du coup commun plus long que ce qui était prévu, qui a aussi permis de créer une sorte de collectif qui a pris l'habitude de travailler ensemble et de travailler en confiance. Ce qui se passe sur le terrain est, même dans ce qu'on espérait il y a un mois et demi, assez fascinant. Que Paris, Strasbourg, Nantes, même Angers fassent... surtout Angers. Non mais voilà, J'attends la chute. Non. Face des aménagements cyclables plus vite et plus forts, on est super content, mais quelque part c'était attendu.
enfin en tout cas on l'espérait, c'était attendu, il y a un savoir-faire qui préexiste. Qu'un certain nombre de collectivités nous aient contactés, continuent à nous contacter, parce qu'on est en train d'avoir une deuxième vague avec les maires nouvelles qui installées cette semaine, enfin depuis 10 jours, enfin depuis une semaine. Et là, du coup, on a une vague, là, alors avec des collectivités, mais où c'est, on est obligé de se plonger dans le dictionnaire, enfin dans Wikipédia, pour savoir où c'est et combien il y a d'habitants, etc. Et on a une collectivité de 970 habitants des Deux-Sèvres qui nous a contactés pour qu'on les aide à faire. Il s'appelle. Je ne sais pas pourquoi celle-là, j'arrive pas. Saint-Loup-la-Mer. Voilà, la mer, mais pas écrit la mer, parce que dans les Deux-Sèvres, ça serait un peu étonnant. Voilà. Mais Méral, 1000 habitants dans la Mayenne. Bon. Qui nous contactent pour qu'on les accompagne sur ça. Villiers-le-Bacle, dans le 91, c'est encore autre chose. C'est à peu près 1200 habitants. C'est la grande couronne francilienne. Donc c'est l'inverse de ce qu'on dit d'habitude. C'est-à-dire on dit c'est Paris, c'est le cœur de métropole. C'est voilà. Là, et on nous dit ouais la grande couronne. Voilà. Bah si. Là on est Emerainville, Villiers-le-Bacle, etc. Saint-Quay-Perros dans le Finistère. 1300 habitants. Bon. Oui, et là, le nouveau maire vient de nous contacter en disant moi je veux faire, mais il faut que vous m'aidiez, parce que là, on a besoin d'accompagnement, etc. Et alors, on va les choyer, hein, ceux-là. On va vraiment les accompagner. Arenton, 1600 habitants, Haute-Savoie. Haute-Savoie. Alors, on nous dit oui, c'est que pour les départements. Ah non, manifestement, la Haute-Savoie, il y a aussi. Voilà, et on pourrait continuer la liste. Ça, c'est extrêmement important parce que ça fait des années qu'on dit on aura vraiment réussi et on sera une nation du vélo quand ça ne se limitera plus aux centres urbains denses. Et qu'on aura réussi à passer dans le périurbain, que dans les métropoles, les agglos, ça passera dans le périurbain, voire que ce sera dans le rural. Quand on s'était vu à Bayonne en fin d'année 2018, vous veniez de... Le congrès de la MRF, je pense. Voilà, où ça avait été un peu chahuté. On prépare notre comeback au congrès de la MRF. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On s'était dit, il y a encore du boulot, quoi. Parce que ce n'est pas conçu comme quelque chose qui est adapté à ces territoires. Je pense que si vous retournez à leur prochain congrès, l'accueil sera différent. En tout cas, la question ne sera pas du tout posée de la même manière. Et c'est aussi très important ce qu'il y a. Je terminerai juste sur le fait qu'évidemment, tout ça nécessite un accompagnement financier, mais pas que. C'est en ingénierie. Il y a des gens, il y a des collectivités qui ne savent pas où aller chercher l'argent, alors qu'il y en a. Il y a des collectivités qui n'ont pas l'ingénierie technique pour, même avec un super guide du CEREMA, elles ont besoin d'être accompagnées. Donc on est en train de travailler à la façon de mettre du soutien en ingénierie technique et surtout que s'il y a des problèmes, au lieu de baisser les bras et de se dire bon bah on arrête, qu'ils puissent nous contacter pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour les accompagner et les aider. Parce que si on réussit ça, il y aura un autre basculement aussi et ce sera encore un nouveau public. Et on se disait, là pour le coup, c'est pas la question qu'on s'était posée de les transports en commun ça va être compliqué, donc vélo. À Saint-Quay-Perros ou à Méral, c'est pas parce qu'il n'y a plus de métro ou de tram. On s'est dit peut-être que transport scolaire, que ça remplace aussi en partie ça, et on voit que dans les vélos qui sont achetés massivement, il y a les vélos d'enfants. Donc ça prouve qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer là. Et donc on est très attentif, on va étudier aussi tout ça quantitativement, qualitativement, pour savoir ce qui se passe en fait réellement et ce qui est en train de se passer. Parce que le problème, c'est qu'on commence à voir, on s'en doutait, mais on commence à voir le retour de balancier avec un certain nombre d'aménagements qui sont défaits, des questionnements qui se font, d'où l'importance d'insister sur la pérennisation et sur le fait qu'on accompagne, c'est pas juste un coup comme ça qu'on fait temporaire, mais qu'on accompagnera dans la durée et qu'on accompagnera collectivement. Alors évidemment, il reste encore des choses sur lesquelles on a besoin, les trains dans les vélos, le forfait mobilité durable, mais là, franchement, ce qui est en train de se passer là, avec quasiment des annonces toutes les semaines, bon, alors pourvu que ça dure, comme disait Napoléon, enfin la mère de Napoléon, mais franchement, voilà, je suis un râleur, mais là je suis content.
Merci Pierre. Alors, est-ce que Christophe peut nous parler de son action dans sa belle ville d'Angers en faveur du vélo, et puis aussi de l'action de la FIT sur le fonds mobilité active? Bon, je vais volontairement ne pas revenir sur ce qui a déjà été dit, même si je pense que la satisfaction de rigueur ce matin chez tous les acteurs et chez tous les intervenants n'est pas feinte. Alors avec ensuite toujours des hésitations sur le choix des mots à utiliser, historique, inédit, sans précédent. Non. Ce qui est certain, c'est qu'on vit un moment, un point de bascule particulier, unique, et que tous les ingrédients sont là pour faire en sorte effectivement de l'accentuer et de faire en sorte que ça nous aide à basculer vers quelque chose que tout le monde pouvait souhaiter. Donc moi je me félicite de ce qui se passe aussi ce matin ici au ministère, de vos annonces Madame la Ministre, et j'allais dire du parfait raccord avec les annonces du Premier ministre au-delà du vélo sur l'ensemble des investissements verts des collectivités territoriales. Ça fait des semaines qu'on spécule sur le monde d'après, est-ce qu'il y en aura un, comment il sera. Le fait que, sans qu'on soit plusieurs mois après, tout pendant qu'on déconfine, on soit déjà en train d'aller mettre des moyens à disposition pour accompagner la réflexion et les investissements des collectivités locales, c'est absolument fondamental. Parce que ça a été dit par Pierre Serd, il y a des différences de taille de collectivité, de moyens, mais il y a aussi un moment démocratique qui vient d'avoir lieu, qui va se terminer dans quelques semaines, et donc qui est propice à ce qu'à la manière des règles techniques du CEREMA, il y ait des règles budgétaires mises en place pour le gouvernement et qui permettent de donner un cadre à ceux qui veulent faire davantage, à ceux qui veulent aller plus vite, ou à ceux qui veulent faire en sorte d'amplifier ce qui a été fait au cours de ces dernières semaines. À Angers, les choses sont assez simples. On a réalisé 6 km de pistes cyclables temporaires déjà, et en invitant les associations sur le plan local à nous faire remonter les endroits où elles avaient le sentiment qu'on pourrait aller plus loin. Et en essayant de se fixer une règle, c'est de ne faire des aménagements que là où ça avait vocation à durer. Alors, ce n'était pas tout à fait la règle sur l'éphémère, mais c'était cette idée de se dire, comme ça on est certain que ce sont des axes qu'on a identifiés, comme ça on évitera de faire du gaspillage parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps on va avoir besoin d'éphémères et comment les comportements des uns et des autres vont bouger, et on fera un point quelques semaines après, dans un contexte où il y a une erreur à ne pas commettre, si je peux me permettre, c'est de faire des comptages sur les pistes cyclables pour savoir si ça marche. D'abord, ça a été dit par d'autres, on est encore dans une phase où il y a une partie des Français qui sont en télétravail, le nombre de lycéens et d'étudiants parmi les cyclistes est important, et pour des raisons que chacun comprend, il n'y a plus beaucoup d'étudiants et de lycéens, en particulier dans les villes universitaires, donc ça fausse, entre guillemets, l'impression qu'on peut avoir en termes de fréquentation. Et donc le sujet, il est bien d'abord de mesurer la pertinence du vélo tout court, hors Covid, etc. Et c'est les raisons pour lesquelles collectivement beaucoup a été fait, et avec la loi LOM, un vrai cap a été franchi. Et c'est la raison aussi pour laquelle beaucoup de collectivités se sont engagées avant de connaître cette crise. Maintenant, cette crise, elle montre bien, il y a le mot de résilience à la mode, le vélo c'est quand même le truc qu'on pourra continuer à faire quand on n'aura plus de pétrole, même s'il n'y a pas de bornes de recharge électrique qui sont implantées partout, on peut multiplier les exemples de ce type, la santé, le truc, bref. Tout l'enjeu, et c'est exactement ce qui est fait ce matin, c'est d'envoyer un signal extrêmement puissant aux collectivités locales pour dire, vous pouvez avoir un sujet de concertation, vous pouvez avoir un sujet de délai, mais en termes de conseils et en termes d'appui financier, aujourd'hui, tout est ouvert. Ça a été le cas de manière historique et sans précédent avec le plan vélo, l'agence de financement des infrastructures de transport qui a quand même été conçue initialement pour aller faire des travaux lourds qu'on associait plutôt à des montants en milliards, à se pencher sur des LGV, sur des ouvrages. Elle gère aujourd'hui 50 millions d'euros annuels de fonds vélo. Dès la première année, on a été submergé par les demandes. La montée en puissance du dispositif fait que dans le courant de cette année 2020, on a beaucoup de demandes. Et pendant le confinement, on a continué à recevoir des dossiers. Au titre de ce fonds vélo, c'est en juin que nous examinons avec la DGITM, dont je salue le patron, l'ensemble des demandes qui nous ont été formulées. Et avec là aussi une caractéristique de communes
de petite et de moyenne taille qui ont pris date et pris rang dans le cadre du fonds vélo classique. Bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et puis, on a devant nous ce contexte qui peut être une occasion d'accélération. C'est le choix que vous faites, Madame la Ministre. Merci. Entendre des associations qui ont généralement l'habitude d'en demander davantage, s'arrêter pour expliquer comment ça fonctionne, ça aussi, ça participera au caractère inédit de la journée que nous sommes en train de vivre. Et voir Olivier Schneider et Pierre Cern, je crois n'avoir rien réclamé. Il faudra penser à me noter cette date dans mon agenda et qu'on la note collectivement. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Donc du coup, je laisse la parole à Lionel Fournier pour nous parler des vertus du forfait mobilité durable. Oui, merci en tout cas, Madame la Ministre, de votre invitation. Et je vais profiter de cette prise de parole peut-être pour dire pourquoi, pour Harmonie Mutuelle, il est important que les entreprises se saisissent du moment que nous vivons avec ce forfait mobilité durable pour inciter les collaborateurs à changer leur mode de transport et en particulier à utiliser le vélo. Effectivement, tous nos collaborateurs ont dû changer leur mode de vie, leur mode de déplacement, et quelquefois pas beaucoup se déplacer. Et au moment où on va reprendre les habitudes, c'est maintenant qu'il faut agir. Cette occasion-là ne se représentera pas. Alors pourquoi il faut agir? D'abord parce qu'Harmonie Mutuelle regroupe 4 700 000 Français. On a créé également le groupe Vive, avec d'autres mutuelles qui regroupent 10 millions de Français. Et effectivement, notre métier premier, en tout cas ce pourquoi on est connu, c'est de prendre en charge les conséquences financières d'un problème de santé par la complémentaire santé et la prévoyance. Mais nous considérons qu'il faut, et c'est pour ça que la prévention fait partie de notre troisième métier cœur, accompagner nos 4 700 000 adhérents, nos 66 000 entreprises clientes, pour faire en sorte que chacun puisse agir sur les déterminants de santé et puisse préserver sa bonne santé le plus longtemps possible. Donc les déterminants de santé, que sont l'alimentation, que sont les conditions de vie, les conditions de travail, que sont aussi l'exposition au polluant, l'environnement et l'activité physique. Et c'est d'ailleurs pour ça, cette question du lien entre environnement et santé, qu'Harmonie Mutuelle a mis en place en son sein une mission transition environnementale dont j'ai la responsabilité partagée avec une représentante de nos adhérents, une élue au plus haut niveau, membre du comité exécutif, Émilie Bany. Voilà, donc voilà à quel niveau on situe la question environnementale. Parce que c'est un enjeu de santé. Encore une fois, l'utilisation du vélo va permettre deux choses. D'une part, de contribuer à faire en sorte de limiter les dépassements polluants, et en particulier atteignant à la qualité de l'air. Une étude parue l'année dernière ou il y a 2 ans par Santé publique France dénombrait à 48 000 le nombre de décès liés à la mauvaise qualité de l'air. Et c'est entre 1 et 2 ans, en fonction de la ville dans laquelle vous vivez, d'espérance de vie en moins. Et lorsqu'on est dans un pays qui, depuis 4 à 5 ans, un plateau en matière d'espérance de vie, on voit bien que l'espérance de vie ne progresse plus, et je ne vous parle pas de l'espérance de vie en bonne santé, qui est encore plus en décalage, il est vraiment temps d'agir. Donc agir sur tout ce qui peut limiter la pollution de l'air est important. Et puis le deuxième élément, c'est l'activité physique. Là encore, je vais me référer à une étude scientifique qui était publiée dans un journal de référence en matière de médecine en Grande-Bretagne, qui montrait à l'université de Glasgow que l'utilisation du vélo spécifiquement pour aller travailler, donc de manière régulière, c'était là encore des gains d'espérance de vie avec 40% de cancer en moins et 50% de maladies cardiovasculaires en moins. Donc en matière de santé, je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est aussi une manière pour les employeurs de porter une attention à la qualité de vie de leurs collaborateurs, alors qu'on a eu, j'allais dire, un mixte entre la vie personnelle et la vie au travail. Porter l'attention et aller un petit peu au-delà de prendre en compte le collaborateur que quand il arrive dans l'entreprise, ça me semble aussi une marque d'attention qui est importante. Et puis, durablement, si on utilise ces modes de transport alternatifs, c'est aussi des économies qui vont être réalisées et on en aura bien besoin. Donc on invite vraiment les entreprises à se saisir de ce moment-là, de saisir de ce forfait de mobilité durable qui va permettre aux entreprises de pouvoir accompagner leurs collaborateurs sur le plan financier à utiliser les modes de transport donc décarbonés, avec la prise en charge pour le vélo, après avec l'utilisation du covoiturage qui est aussi très importante, de tous les dispositifs de déplacement autonome en free floating, l'utilisation des véhicules électriques, les transports en commun, etc. etc. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Et voilà. Et
Nous, au niveau d'Harmonie Mutuelle, comment faisons-nous? On va, nous aussi, ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet. Avec le développement, on a mis en place une application pour le covoiturage. On a travaillé aussi avec les indemnités kilométriques vélo. On a mis en place des parkings, des douches. Vous voyez, c'est des choses tout simples, mais il faut penser à tout. Voilà, cette approche globale nous a permis, par exemple, à Rennes, d'obtenir le label déplacement durable. On va continuer, on va se saisir de ce forfait-là. D'abord, on va déjà transférer tout ce qu'on fait en matière de prise en charge des abonnements de transport en commun et indemnité kilométrique vélo dans ce nouveau dispositif, en l'ouvrant à tous les nouveaux usages. Si on peut aller plus loin, on ira. Le contexte économique est compliqué. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que compte tenu de notre implantation, Harmonie Mutuelle va continuer d'abord à accompagner ces entreprises adhérentes. On a des spécialistes en matière de prévention qui, par des ateliers, par de la sensibilisation, vont œuvrer. Deuxièmement, on essaye de soutenir au plus près des territoires des initiatives. Donc à Nantes, nous avons accompagné le nouveau concept qui s'appelle les BAM, les boîtes à mieux, donc avec une opération vélo. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur tout ce qui se fait au niveau de la métropole, et le Nantes Métropole vient hier à l'unanimité d'adopter le plan vélo. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur vis-à-vis des usagers toutes les actions qui sont portées par les associations, par les différents acteurs du vélo. On va avoir, par exemple, à la mi-juin, tout un grand espace dans lequel les gens pourront venir se former, pourront faire un contrôle technique, pourront venir réparer leur vélo. Et puis le dernier élément sur lequel on veut agir, c'est qu'on est très implanté dans les territoires et on collabore avec les écosystèmes territoriaux. À titre d'exemple, à Nantes, puisque je suis à Nantes, l'association des dirigeants responsables de l'Ouest, qui regroupe une centaine d'entreprises, 70 000 salariés, est en train de se mobiliser sur le sujet. C'est une association que je préside et actuellement, pour être très précis, on a entamé une collaboration avec la métropole. Je pense que voilà, il faut qu'on s'appuie sur les structures et collectivités territoriales, il faut que les entreprises travaillent en collaboration. Donc on va travailler sur 3 sujets. Le sujet de la sécurité, qui est très très important, et aujourd'hui c'est le premier frein, après le frein financier, avant le frein financier, c'est le sujet de la sécurité, à la fois quand on se déplace et la question du vol. Donc on va travailler sur la sécurité. On va travailler sur la question des horaires, parce que l'idée c'est d'adapter les horaires pour faire en sorte qu'on ne soit pas tous au même moment à se déplacer. Et puis on va travailler sur une 3e question, qui est la question du coworking inter-entreprise. Parce que là aussi, il y a probablement des espaces disponibles dans les entreprises pour accueillir des collaborateurs d'une autre boîte, d'une autre entreprise. Pourquoi? Parce que télétravailler chez soi tout le temps, c'est pas toujours facile. Se déplacer sur son lieu de travail, ça peut être éloigné. Et si on rapproche, si on trouve des points de proximité où on peut télétravailler, trouver du lien social, c'est autant de diminution de déplacement et ça favorise l'utilisation des modes de transport durables tels que le vélo. Donc vous voyez, je pense que c'est vraiment une affaire de collaboration, une affaire de volonté. Il faut regarder les choses de manière transverse, agir avec les salariés. Là aussi, le dialogue social est important. Les collectivités territoriales et agir inter-entreprise. Et je pense qu'au global, en tout cas c'est ma conviction, je pense que le vélo, finalement, c'est vraiment un geste barrière, voilà, dans cette période de déconfinement. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, allons-y. Merci. Bonjour, Camille Solos, journaliste chez Contexte. Avec mon frère Olivier Rasmont, on représente nos collègues. Donc on a, pour votre information, une dizaine de thématiques. J'ai pas dit questions, j'ai dit une dizaine de thématiques. Je vous le dis pour qu'on ait des réponses plutôt efficaces si vous envisagez de déjeuner. La première thématique qu'on souhaitait aborder avec vous, c'était la question des pistes cyclables. Vous avez évoqué donc l'annonce du Premier ministre avec un fonds d'investissement doté d'1 milliard pour les collectivités. Est-ce qu'il y a un montant un peu plus précis? Vous avez dit que le vélo pouvait rentrer dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a un montant un peu plus précis? Et toujours sur cette question des pistes cyclables, une question d'AEF Info, au-delà de la question financière, comment faire en sorte que ces aménagements temporaires soient pérennisés alors que la situation automobile risque de revenir à son niveau habituel? Et un peu dans la même veine, une question de Jérôme Sorel. On voit que certaines villes, comme par exemple Marseille et Aix, défont les pistes alors qu'elles ont à peine une semaine ou 2 pour certaines. Quels moyens avez-vous pour convaincre les agglomérations récalcitrantes? Alors, évidemment, donc moi je souhaite que ces pistes, elles soient pérennisées. On l'a dit, peut-être qu'il n'y a pas forcément eu toutes les concertations en amont parce qu'il a fallu faire les pistes dans l'urgence, donc peut-être qu'elles devront être adaptées. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée de se dire maintenant on va repousser
le vélo pour laisser plus de place à la voiture. Et je pense qu'on a dans les bonnes pratiques de la crise, de façon obligatoire, le télétravail qui s'est beaucoup développé, le décalage des horaires. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour que ce ne soit pas le retour en force de l'automobile et qu'on laisse toute sa place au vélo. Évidemment, je l'ai dit, l'État accompagnera les collectivités pour qu'elles pérennisent ces pistes. On le fera dans un appel à projet sur le fonds mobilité active. On va pouvoir le faire très rapidement. Pour répondre à votre question, l'annonce du Premier ministre, elle date de ce matin, donc on ne va pas déjà avoir une estimation de ce qui sera consacré aux pistes cyclables, mais dès à présent, en fait, on soutenait les pistes cyclables au travers de la dotation de soutien à l'investissement local. Et comme on veut aider les collectivités à poursuivre leurs investissements verts, évidemment, je pense que les collectivités qui en auront besoin seront accompagnées. Donc vraiment, le message, c'est ne laissez pas la voiture reprendre la place qu'on a su dégager pour le vélo. Il faut que les collectivités aient en tête que les citoyens ont envie de se saisir de ce mode de déplacement. C'est bien ce que montre le succès de notre coup de pouce vélo. Donc répondons aux attentes des citoyens, maintenons des pistes cyclables qu'on peut pérenniser, et je pense que ça sera effectivement bien pour la qualité de vie dans ces villes, et ça sera bien pour promouvoir ce mode de déplacement qui n'a que des atouts. Au-delà de ce fonds lui-même, il y a quand même des endroits où ça bloque pour des raisons administratives. Marseille, du Prado, quels sont les pouvoirs que vous avez, État, à cet endroit précis rue de la Cité à Paris, ça dépend de la préfecture de police, donc du ministère de l'Intérieur, et boulevard du Palais, ça peut sembler anecdotique, mais c'est un endroit où il y a un axe nord-sud important, et ça bloque parce que la préfecture de police dit non, on ne veut pas de piste cyclable à cet endroit-là. Là aussi, ça dépend de l'État. Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir, le gouvernement de manière générale? Et puis il y a d'autres endroits, en grande couronne justement, Montigny-les-Cormeilles, etc. Est-ce que concrètement vous avez eu, et peut-être aussi la question s'adresse à Pierre Cerne, c'est des moments où il a fallu intervenir en disant au préfet en particulier ou éventuellement au maire, je ne sais pas exactement de quelle façon, mais pour leur dire, ben voilà, ça c'est nécessaire et ça on doit le faire. Je pense qu'il y a des réflexes à créer. Comme le vélo, jusqu'à présent, n'avait pas toute sa place comme mode de déplacement, peut-être que les représentants de l'État dans les territoires, ils ont besoin d'un certain temps pour réaliser que c'est important. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir parce que, par exemple, une coulée verte avait été fermée. Donc, je pense qu'il y aura de la pédagogie à faire pour dire c'est un mode de déplacement important de tout temps et a fortiori maintenant. Donc ça, évidemment, on le fera. Ensuite, moi, je vais peut-être laisser Pierre répondre sur les difficultés qui ont pu être constatées. Il y a plusieurs manières de répondre, mais il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Avec les préfets, généralement, c'est quand même très vide sur le vélo. Rien que le fait d'avoir su faire... ce qui a très bien marché, c'est les remontées des collectivités. Ils ont compris qu'il fallait faire remonter quand il y avait un blocage. Et il y a quand même eu des déblocages qui m'ont laissé assez étonné. Ce qui montre aussi qu'il y a quand même une ambiance globale à l'État où certains préfets comprennent. Après, il y a des limites. Il y a quand même un préfet qui voulait quand même armer les chasseurs pour faire respecter le confinement il y a quelques semaines et qui avait sorti un arrêté pour ça. Donc on vient de loin avec certains. Le préfet de police de Paris, no comment, mais bon, voilà. Pourquoi mais no comment parce qu'on pousse. Et que si on racontait en détail la façon dont on travaille sur ce genre de choses, ça perdrait de son efficacité, je pense. Voilà. Donc, ouais. En tout cas, on transmet très directement quand on a des remontées de blocage, et c'est entendu très vite par le ministère. Et manifestement, ça redescend. Alors, la redescente ne s'accompagne pas toujours immédiatement des faits, notamment à Paris. Mais à Paris, il faut reconnaître que Paris... et je serai à leur place, je ferai pareil. Tous les trucs qui étaient coincés avec le préfet de police depuis déjà dans la mandature 2001-2008, donc c'est pour vous dire que ça commence à faire il y a longtemps, ils essayent là de les régler maintenant. Voilà, à leur place, je ferai pareil, mais évidemment, on ne peut pas régler tout
les problèmes avec la préfecture de police, notamment sur des critères de sécurité, d'axes stratégiques, etc. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec la ville de Paris par rapport au préfet, mais ça ne peut pas se régler comme ça, juste par un coup de baguette magique. Le préfet des Hauts-de-Seine, il a compris le message, je pense. Voilà, il y en a d'autres. Mais il va falloir refaire. C'est plus compliqué quand c'est entre collectivités que les choses se passent. Y compris en tant qu'élu local, personnellement, et je l'avais dit à la ministre, si la solution était que les préfets imposent aux collectivités la façon dont il faut faire les itinéraires parce qu'il y a des collectivités qui n'arrivent pas à s'entendre, c'est dommage parce qu'il y a un côté recentralisateur là-dedans et que finalement, dans pas mal d'endroits, les autorités organisatrices jouent ce rôle en fait plutôt bien. Moi, je suis étonné de la façon dont, par exemple, en Île-de-France, on se doute quand même de la façon dont tout ça, un empilement qui n'est pas que administratif, mais qui est politique aussi, aurait pu faire complètement capoter l'affaire. Ce n'est pas le cas. Ça se passe franchement bien entre des collectivités où franchement il y avait tout sur le papier pour que ça ne se passe pas bien. Donc voilà. Après, il y a des choses qui sont ratées là. Voilà. Et juste un dernier mot, parce que ça revient en fait dans plusieurs questions. C'est la question dans les vies, pourquoi certains défont. Et je pense que certains défont beaucoup trop vite. Parce que tout, comme ça a été dit par le maire d'Angers, mais aussi par la ministre et par d'autres, le déconfinement, il n'a pas atteint son apogée. Et donc il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas repris des activités, donc des déplacements. Et donc il y a encore probablement beaucoup de cyclistes potentiels qui vont arriver. Et comme l'a très bien dit, je ne sais plus qui, mais je trouve cette phrase parfaite pour aussi expliquer à des maires qui hésitent, qui ne savent pas comment répondre à leurs habitants. Ils disent oui, mais il n'y a pas de cyclistes dans les rues pour l'instant, donc comment faire quelque chose sur des axes où on ne voit pas de cyclistes voilà. Et bien, si on avait dû attendre de compter les gens qui traversaient les rivières à la nage pour construire des ponts, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de ponts en France. Voilà. Donc on ne peut pas raisonner comme ça. Beaucoup d'élus locaux l'ont compris, et c'est étonnant le nombre qui l'ont compris, beaucoup plus qu'avant, mais il y a encore des choses, et les municipales n'aident pas, on va dire les choses. C'est manifestement, par exemple à Marseille, devenu un enjeu dans la campagne de deuxième tour. Olivier. En deux phrases, pour être efficace, ça fait depuis 1996 de la loi sur l'air qu'il est obligatoire de réaliser des pistes cyclables lors de certaines, notamment des rénovations urbaines. La loi mobilité a conforté ces mesures-là, et donc nos 365 associations locales vont étudier dans quelle mesure le démontage des aménagements temporaires sans rien mettre en place est légal ou pas, et donc voilà. C'est court, mais bon. Mais on a compris. Une question sur le bonus à l'achat du VAE. Vous avez, si je résume, annoncé une meilleure lisibilité de la mesure en disant que vous doublerez à chaque fois l'aide aux collectivités dans la limite de 200 €. Est-ce que alors déjà, quand est-ce que ce sera mis en place précisément, et est-ce que vous réfléchissez à d'autres façons de simplifier ce bonus à l'achat? Est-ce qu'il y a encore des réflexions sur ce sujet-là? Ça sera mis en place dans un décret qui doit être publié avant le 1er juin. Donc, Avant le 1er juin, c'est dans pas longtemps. Voilà. C'est décret bonus PAC en général. Et après, honnêtement, moi je pense qu'on va continuer à travailler avec les associations pour avoir leur retour sur ce que sont les éventuels autres freins. Là, on avait une formule qui était tellement compliquée qu'on voit que ça ne pouvait pas marcher. On va déjà faire ça rapidement. Et s'il y a d'autres dispositions, on en parlait à propos de l'abondement qu'on peut avoir sur le coup de pouce vélo. Je pense qu'on va avoir quelque chose de simple pour ceux qui en ont besoin. Si on peut aussi simplifier après dans l'usage, on le regardera aussi. Mais en tout cas, le décret il va sortir de façon imminente. Alors, au sujet du coup de pouce vélo, c'est des questions qui, notamment de Vélotaf et Wheels, il me semble. Et ça semble pas si simple en réalité. D'après plusieurs retours, il y a des endroits où c'est simple, des endroits où c'est pas simple, notamment pour les petits réparateurs, avec beaucoup de choses administratives à remplir, et parfois des problèmes de télépaiement, etc. Voilà. Donc, nous, on a fait la proposition, notamment relayée par une note AFP le 18 avril. Madame la ministre a annoncé sur Europe 1 le 27 avril, donc c'était un lundi,
dans une matinale qu'elle était favorable à l'idée, et le dispositif a été annoncé le 30 avril et même par le Parisien le 29 avril au soir. Donc en effet, je vous concède qu'on a fait les choses relativement rapidement, comme beaucoup de choses dans le cadre de cette crise. Et donc quand on dit que c'est simple pour l'usager, et c'est assumé parce que l'idée c'était quand même d'être les plus inclusifs possibles, parce qu'on sait que c'est les publics qui en ont le plus besoin, qui sollicitent le moins les aides. Et donc, en effet, il y a une complexité qui est côté partenaire, c'est-à-dire les réparateurs. Donc, nous travaillons à la simplification et à la fiabilisation de la plateforme, mais quand même, les chiffres montrent que ça marche. Ça doit marcher quand même. On a des témoignages qui varient entre 2 minutes par dossier et 20 minutes. Donc, on accompagne de près ceux qui nous disent que c'est 20 minutes. On ne botte pas du tout en touche. On cherche les solutions, mais c'est vrai que dans un temps normal, ce projet aurait mis 6 mois. Donc là, on est dans l'optimisation. Et donc l'idée, c'est, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre pour garantir l'unicité, il y a un certain nombre d'informations administratives qu'on doit récolter pour éviter de la fraude. Mais comme, grâce à la loi mobilité, l'identification unique des vélos sera obligatoire au 1er janvier 2021, ce que nous envisageons, c'est à un moment du dispositif, dès que les acteurs seront prêts, de passer sur quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire une aide par vélo, mais en se basant sur un numéro unique. Et donc ça permettra à la fois de préparer la profession à cette obligation qui va rentrer au 1er janvier 2021. Et je vous annonce que je vais signer ce soir avec Jérôme Valentin, le président de l'Union Sport et Cycle, les statuts de l'Association pour l'identification des cycles qui va permettre de gérer de manière paritaire le dispositif. Et donc une fois que nous aurons mandaté un prestataire extérieur indépendant pour savoir quels sont les procédés agréés parce qu'ils sont suffisamment infalsifiables, etc., on pourra faire pivoter le dispositif pour être encore plus simple. Et donc, je remercie par la présente à la fois les équipes qui ont travaillé jour et nuit, y compris le 1er mai, le 2 mai, le 3 mai, etc., et les réparateurs qui, en effet, et je leur demande de voir ça comme une contribution à la crise, comme l'ont fait les soignants et les autres. En temps normal, on aurait fait totalement autrement. Et je les remercie vraiment de l'effort qu'ils font pour réduire la seconde vague épidémique, dont on espère qu'elle n'arrivera pas du tout. Et donc, comme l'a dit Lionel, le vélo est un geste barrière. Et donc, fournir des vélos à tout le monde, c'est contribuer à cet effort. Mais évidemment, on a noté les difficultés ou les lenteurs. Et donc, ça va être optimisé. Et justement, le back-office pour les cofinanceurs va permettre à ne pas rajouter une usine à gaz sur l'usine à gaz. Voilà. La question des employeurs. Vous avez interviewé plusieurs fois auprès des employeurs pour leur dire, notamment, donner le forfait mobilité durable, etc. Faciliter, il n'y a pas que ça, il y a aussi simplement des barrières pour poser son vélo, etc. Ils n'ont pas l'air tellement de vous entendre pour l'instant. Quels sont les moyens d'action, pas forcément des tonnes, mais que vous avez auprès des employeurs pour leur dire, écoutez, c'est un moyen légitime, le vélo, et à part leur rappeler régulièrement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça ? Objectivement, j'imagine que quand on dit à des employeurs que toute l'année, le vélo, c'est bon pour la santé de leurs salariés, que ça limite l'absentéisme, que ça fait peut-être qu'on a des salariés qui sont plus motivés et plus contents d'aller au travail, je ne vais pas imaginer qu'il va falloir leur mettre un pistolet sur la tempe pour qu'ils l'entendent. Je pense que du coup, moi j'attends des engagements, notamment des grandes entreprises qui nous ont dit qu'elles étaient enthousiasmées par la transition écologique. Et puis je pense aussi que c'est les témoignages comme ceux qu'on a entendus ce matin, la diffusion de bonnes pratiques qui va achever de convaincre ceux qui n'auraient pas encore compris. Mais vraiment, je pense qu'on a cité les chiffres sur l'espérance de vie. Quand on regarde les chiffres sur l'absentéisme, ça marche aussi. Quand vous avez des salariés qui font plus d'activité physique, qui sont contents d'aller au travail, c'est important pour un chef d'entreprise. Donc moi, je pense que les chefs d'entreprise, ils sont là pour préparer l'avenir de leur entreprise, pour veiller aussi à la motivation de leurs salariés. Donc je pense qu'ils vont entendre le message. Il va falloir le répéter. Vous êtes pour l'instant, il me semble, la seule dans le gouvernement à parler de vélo très régulièrement. On a l'impression que vous êtes devenue la ministre du vélo, alors que vous êtes théoriquement... J'ai d'autres petits dossiers, mais notamment, je tiens beaucoup à ce dossier. Entre autres, mais est-ce que finalement,
Ça ne pourrait pas être aussi intéressant que le Premier ministre prenne la parole de temps en temps sur ce sujet en disant spécifiquement que le ministre de la Santé, que d'autres, que le président de la République peut-être, mais je ne sais pas, on a l'impression que vous défendez vraiment à fond ce dossier à bras-le-corps. Alors je rappelle que le plan vélo, il avait été annoncé par le Premier ministre. Par ailleurs, la tribune qu'on a signée ce matin sur le mois de mai du vélo, Roxana Maricineanu était associée. Je n'ai pas de doute que le ministre de la Santé, avec lequel on est convenu de travailler sur la santé-environnement, qui est quand même occupé, il faut le dire, actuellement, va certainement s'y mettre avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ils ne le disent pas pour le moment. Pour l'instant, ça va venir, ça va venir. Ils le pensent. Sur la partie employeur, oui. Sur la partie employeur, je pourrais peut-être compléter. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Voilà, je vais prendre l'exemple, chez Harmonie Mutuelle, ça fait 2-3 ans qu'on s'y met fortement, mais on s'y met fortement, enfin voilà, mais ça bouge beaucoup, hein, une vingtaine de parkings de vélos, etc. Parce que je suis d'accord avec vous, il faut aussi des choses très concrètes. Je pense que de toute façon, la question environnementale est en train de monter très fort dans les entreprises. Et là, je vais faire référence à l'association dirigeants responsables de l'Ouest. L'année dernière, 110 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. On a pu mettre en place ce qu'on appelait un scénario de transition avec 11 chantiers, dont 2 qui nous touchent directement, hein, c'est le chantier de la transition énergétique et le chantier de la mobilité. Et là, sur la question de la mobilité, on a 50 entreprises qui sont présentes pour travailler. Et pilotées en particulier par le directeur général d'une usine. Donc ça ne concerne pas que les cadres supérieurs du service, hein, c'est l'usine Saunier Duval, et Eric Yvain, qui travaille sur le sujet. Et lui, par exemple, il a pu faire en sorte que on doit être à 30 à 40% de ses collaborateurs, en tout cas la moitié de ceux qui sont en capacité, compte tenu de l'éloignement géographique, de venir à vélo, de venir effectivement à vélo. Donc c'est en train de bouger. Et comme le disait Madame la Ministre, on a de toute façon un vieillissement de la population française et un vieillissement en particulier dans les entreprises. Il y a une augmentation très forte chaque année de l'absentéisme, dû en particulier aux maladies chroniques. Donc si on ne bouge pas sur les questions environnementales et sur les questions d'activité physique, c'est des problèmes économiques à court terme qui vont s'ajouter pour les entreprises. Donc cette mobilisation, elle vient. Merci. On me dit qu'il faut qu'on accélère sérieusement, donc du coup je vais vous faire un tir groupé pour les 2 dernières questions et une bonus. Une question sur le forfait mobilité durable. Les décrets sont parus. Il y a un montant de 200 € pour les agents de l'État. Je voulais savoir si, vu le contexte, il était envisagé de le rehausser, puisque le plafond, normalement, c'est 400 €. Et d'ailleurs, ça pourrait vous faire réagir peut-être sur les propositions de la Convention citoyenne qui envisage de fortement relever ce montant. Et une question sur tout ce qui est stationnement des vélos dans les gares, etc. La LOM le prévoit, il y a des décrets. Est-ce que vous les avez repoussés un peu du fait du contexte sanitaire, parce qu'il y avait évidemment d'autres priorités, et quand est-ce que vous pensez les prendre? Et en question bonus, du coup, est-ce que vous pourriez juste nous dire un mot très rapide sur les négociations sur la distanciation dans les transports? Alors, sur le forfait mobilité, moi, je n'ai pas de doute qu'il y a des améliorations qui sont possibles. Comme vous l'avez souligné, la Convention citoyenne, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Donc je pense que ça me semble raisonnable, puisqu'ils vont nous rendre leurs propositions le week-end du 21 juin, de prendre en compte ces propositions et de bouger à ce moment-là. Voilà. Sur les décrets sur les stationnements vélos, on n'a pas spécifiquement retardé. Hein, je n'ai pas les calendriers en tête et je vois qu'il n'y a plus de conseillers parmi nous. Donc ils ne manqueront pas de vous répondre. Et sur la distanciation dans les transports, vous avez compris la logique en fait. Hein, on doit évidemment s'assurer que le déconfinement s'accompagne aussi du maintien de la bonne dynamique qu'on peut constater d'un point de vue sanitaire. On est parti sur une approche très exigeante sur la distanciation sociale. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater 3 semaines après le démarrage du déconfinement, c'est d'une part que la situation sanitaire est encourageante, et d'autre part que le port du masque, qui est obligatoire dans les transports en commun, est massivement respecté. Donc ça va nous permettre de permettre une affluence plus importante aux heures de pointe pour quelque part arrêter ce qu'on constate aussi aujourd'hui, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres à l'entrée de certaines gares et stations. Donc on voit bien que l'équilibre, il doit bouger, et c'est ce qu'on va faire dans les textes qui seront publiés d'ici le 2 juin. La question était aussi valable pour les trains, en fait.
pas C'est que pareil, le en fait, transport les trains sont... il y a La le port du masque, régularité et sur voilà, le- on va aussi faire évoluer en tenant compte du fait que le Haut Conseil de la santé publique, tout comme Santé publique France, nous disent que quand 2 personnes portent un masque, alors c'est une protection suffisante. Tant que c'est possible, dans la mesure du possible, c'est important de garder cette distanciation, mais il faut aussi permettre aux gens de partir en vacances, par exemple, en TGV, et puis à la vie de reprendre dans les grandes métropoles, et donc c'est le sens des évolutions qu'on va apporter. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Quand je discute avec les dirigeants de grandes entreprises, je sais leur parler de forfait mobilité durable, on a l'impression que c'est pas dans leur centre de préoccupation. Comment vous pensez qu'on peut mobiliser les entreprises